C'est une vision de repriorisation finalement, de se dire que, je suis pas obligé de bosser, jusqu'à 65 ans et il y a peut-être, des canaux qui peuvent faire que je peux profiter de la vie maintenant et pas attendre la retraite. Ça, c'est des choses qu'on apprend pendant la lecture du livre et qui permettent aussi de réfléchir, de se dire: «Bah oui, c'est vrai, je suis pas obligé de travailler juste comme un dingue maintenant, alors que je peux avoir aussi des moments, pour profiter de l'argent que je génère». Est-ce qu'il y en a vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment, pertinent de se palucher les 700 mails? Et en fait, Tim Ferriss disait: «Beh, en fait, quand je rentre de vacances, je supprime tous les mails et je les lis pas». Parce que s'il y a une vraie urgence, les gens vont vous ressolliciter. Ah, c'est un vrai principe que j'ai trouvé très puissant en lisant le livre, délégation, la responsabilisation de ses équipes. Alors lui, il le fait dans son livre avec des assistants virtuels, mais finalement, on peut le faire avec son équipe. Et je considère qu'en fait, le rôle du manager, quand ils sont pas là, ça doit tourner. Sinon, c'est qu'ils font mal leur boulot. Le rituel que connaît le marketing ne change pas, c'est codifié. Ça permet de gagner en efficacité. On a le template. On suit toujours la même manière. Il y a eu des itérations et ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de flexibilité. Et il y a le template. Alexandre Diard, tu nous as choisi un livre assez incroyable dont tout le monde parle parce que tout le monde en rêve et personne n'arrive à le faire, La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Alors, ça va être sympa parce que ce livre, effectivement, La semaine de 4 heures, tout le monde en rêve. Mais je me dis qu'en plus, avec toute l'expérience que tu as, et tu vas te présenter, mais quand on est passé, et j'ai regardé un peu ton profil LinkedIn, de vendeur à Decathlon à mot d'une startup scale-up, je me dis qu'effectivement on a dû être assez fort pour gérer son temps, quoi. En tout cas, bienvenue et allez pour démarrer, pourquoi ce livre en fait? Et puis surtout comment il s'est inscrit? Tu as l'air d'avoir un parcours, si tu peux nous représenter ton parcours, ça a l'air incroyable. Ouais, bonjour Emmanuel, merci pour l'invitation. Pour me présenter rapidement, donc effectivement, je suis, Alexandre Diard, le CMO de PeopleSphere, une plateforme qui est aujourd'hui, SIRH, qui permet de connecter tous les logiciels RH entre eux, centraliser la data et la restituer via de l'IA, embarquant également un store avec 70 logiciels que l'on peut revendre. Voilà, petite promo pour PeopleSphere. Sinon, oui, moi j'ai 40 ans, un enfant, fan de yoga, vinyasa et je viens de découvrir le Wingfoil. Donc là, on est en juin, au tournage de Ah ce là, on est là, podcast. ouais, dans pleine saison du Wingfoil. Donc voilà, là pour les vacances, je vais essayer de trouver un spot. Si tu veux un petit peu plus de détails sur mon parcours, effectivement, j'ai début de carrière, plutôt sur des postes de vendeur, slash commercial, petit crochet par la finance, aventure entrepreneuriale pendant 3 ans où j'ai créé une, fintech qui s'appelait I Am La Mode, et ensuite, une, quinzaine d'années sur des postes de CMO, CRO, dans la tech. On va avoir, c'est bien, une diversité d'expériences entre la partie, commerciale et très terrain. J'ai vu que tu avais quand même pas mal d'expérience très terrain, et puis une petite expérience à l'international aussi et après du marketing, du sales. Le bon profil, un peu d'un CRO d'ailleurs, j'ai vu que tu avais fait un post, il y a pas très longtemps sur ce sujet. Tout à fait. Et du coup, alors, le livre business, en tout cas les livres business, c'est quelque chose que tu fais, que tu lis régulièrement? C'est un truc dans lequel tu es tombé dedans tout petit ou c'est un livre et en fait tu en as lu qu'un, c'est celui-là, quoi? Non, j'en ai lu plusieurs, mais c'est vrai que avec les podcasts, avec l'arrivée des podcasts, j'écoute plus de podcasts que je ne lis, de livres business parce que c'est plus facile. C'est plus facile d'écouter un podcast, quand on marche pour aller prendre son métro, Mmh. que de lire un bouquin. Sur le chemin en tout cas. Donc je dirais occasionnel, plutôt lecteur occasionnel, et panaché avec des podcasts, aussi business. OK, et tu m'as dit que, finalement ça s'était venu, au Nigeria, cette passion un peu des livres business? Oui, tout à fait. Bah, j'ai eu une expérience, où j'ai passé 2 ans au Nigeria. C'était il y a une dizaine d'années et à l'époque, parce que je sais pas comment c'est aujourd'hui, la vie sociale était très difficile. Donc finalement, j'avais, du temps perso et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à m'intéresser à la lecture business et puis c'est à ce moment-là aussi où je me disais: «Tiens, en revenant en France, j'aurais bien un projet entrepreneurial» et donc j'ai essayé de trouver quelques bouquins qui pouvaient, être intéressants pour m'aider dans ce projet et c'est là où je suis tombé sur La semaine de 4 heures. Celui-là est un classique effectivement comme j'énonçais, sur quasiment tous les entrepreneurs. Je pense ils l'ont lu soit en disant, c'est un peu, «Nin c'est un beau rêve», soit toi tu es tombé dedans, comment et surtout qu'est-ce qui t'a, surpris ou plu là-dedans? J'ai trouvé génial la vision, de dire: «Tu peux bosser 4 heures par semaine Ça fait rêver, hein? et et ça fait rêver» et donc je me suis dit: «Mais bah, si lui, pourquoi pas moi?»
et bon, finalement, on verra que c'est un peu plus compliqué que ça et que je bosse toujours plus que 4 heures. Mais en creusant, je me rends compte que Tim Ferriss bosse aussi plus de 4 heures, parce qu'il fait Mmh. quand même pas mal de conférences, enfin bon. Après, c'est devenu un conférencier. Donc mais je pense que c'est intéressant, en tout cas d'un point de vue vision, s'y rapprocher à 100 c'est je pense qu'il y en a qui arrivent, mais c'est très difficile. Après c'est une belle vision. Finalement, il a trouvé un super titre marketing, ce qui fait que Ouais, son bouquin a explosé. Tout le monde s'est dit: «Waouh, je prends, il y a pas de débat». Mais comme tu dis, ouais, c'est une vision de quoi? De gestion de temps, de gestion de l'énergie, c'est une vision de quoi? c'est une vision effectivement de gestion de temps, c'est une vision de repriorisation finalement, Mmh, de se dire que, bah, je suis pas obligé de bosser, jusqu'à 65 ans et il y a peut-être, des canaux qui peuvent faire que je peux profiter de la vie maintenant et pas attendre la retraite. mmh. Heu, donc ça, c'est des choses qu'on apprend pendant la lecture du livre et qui permettent aussi de réfléchir, de se dire: «Bah, oui, c'est vrai, je suis pas obligé de, travailler juste comme un dingue maintenant, alors que je peux avoir aussi des moments, pour profiter, heu, de l'argent que je génère» et de mettre sa passion finalement au cœur de tout ça, ou ses passions, et pas que le travail. Que finalement dans son équilibre, on mette plutôt sa passion au lieu du travail. On a tendance à voir tous le travail, comme, ça nous accapare beaucoup de temps et On y finalement passe se dire: tellement. «OK, si je mets plutôt une passion au milieu, comment le travail devient un outil pour pouvoir, profiter de cette passion?» OK, et donc du coup, c'est ça qui t'a amené à cette diversité, un peu de parcours, c'est cette recherche-là? Ça y a contribué, très clairement. OK. OK, donc toujours à se dire: «OK, on va chercher, des informations en tout cas et un peu des aventures et pas juste, OK, je me mets un boulot en ligne droite», parce que tu as fait quand même pas mal d'aventures. Et là chez PeopleSphere, du coup, c'est des principes que tu vas faire en disant: «OK», comment tu vas conjuguer cette notion de passion avec, que tu mentionnes, du livre et justement un peu ce travail qui est quand même costaud, quand on est, dans ce genre d'entreprise, surtout en ce moment, hein. La conjoncture fait que, bah, c'est faut y aller, quoi. Tu arrives quand même à garder cet état d'esprit? J'arrive à un côté peut-être particulier, c'est que, mais je pense que certaines personnes qui ont les mêmes métiers que moi, l'ont aussi, c'est que finalement on est passionné par notre job. Mmh. Mais d'arriver au niveau de se dire: «OK, en fait, je suis passionné par ce que je fais, même si c'est mon métier», heu, bah, finalement, c'est déjà une satisfaction en soi. C'est que je suis arrivé à avoir un métier dans lequel je m'épanouis et y passer un peu de temps, ça me dérange pas parce qu'en fait, je suis content d'aller le matin voir mes collègues et de mettre en place tout ce qu'on met en place. Après on va le voir peut-être après, mais effectivement, j'ai mis en place quelques principes, du livre, qui font que je pense ça m'a aussi aidé dans ma carrière. Alors vas-y, Heu ça a été quoi les principes que tu as mis en œuvre? il y a un principe que je trouve, alors c'est même pas un principe, hein, là, c'est carrément, ce que je vais dire à quelque chose de très pratico-pratique, mais la gestion des emails. OK. Donc en même temps, Heu chargé, je crois que c'est une grosse partie de notre travail, donc OK, et oui, intéressant ça. et aujourd'hui, trop de fois encore, j'entends mes équipes qui me disent quand il y a rien de vacances: «Qu'est-ce que tu fais?» «Ah bah là, je vais passer ma journée à dépiler mes 700 mails». OK, mais en fait, est-ce qu'il y en a vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment, pertinent de se palucher les 700 mails? Et en fait, Tim Ferriss disait: «Beh, en fait, quand je rentre de vacances, je supprime tous les mails et je les lis pas». Parce que s'il y a une vraie urgence, Elle va les gens vont remonter. vous ressolliciter et finalement, une fois que j'ai essayé 1, 2, 3 fois, je me suis dit: «Bah oui, en fait, ça marche parce qu'on me ressollicite jamais». Donc ça veut dire que tous les mails, le temps que j'aurais passé à dépiler tous ces emails n'aurait pas servi à grand chose, quoi. Tu oses le faire, ce principe de dire: «Eh, vous Alors rentrez et vous verrez ce qui pop en supprimant tout», tu as osé le faire? alors je supprime pas, j'ai pas osé supprimer, mais je le passe en lu. Pour pouvoir retourner dessus si jamais il y a un point, sur lequel on OK. me ping justement. Donc tu les gardes sous le coude, mais OK, tu ne les lis enfin, tu les lis pas quoi, tu les Je les lis parcours pas. pas? Ah ouais, je les parcours pas. D'accord, Je les OK. parcours pas mais en fait, encore une fois, hein, il y a pas d'urgence, parce que rapidement, on fait un débrief avec son équipe dit: «Ah bah tiens, il y a ces 3 points-là». Bon, bah, j'ai pas besoin de voir les 1 400 mails que j'ai eus pendant la semaine de vacances, quoi, ça sert à rien. Sachant que dans nos mails, on le sait très bien, il y a une tonne de choses qui sont même externes, qui sont de la pub, qui sont de la prospection, qui sont des spams, enfin, donc ça sert à rien de mettre du temps de cerveau là-dessus. Et puis après, il y a plein de choses internes où on est juste en copie pour, des choses où on sait bien que malheureusement les règles de copie sont pas forcément bien appliquées dans les boîtes, donc on est en copie de tout Oui, la et méthode ça sert à rien. parapluie, on la connaît, hein? Voilà. Donc finalement, bah, je me sens pas largué, en faisant ça. Tout OK. comme un autre principe que j'ai appliqué dans ma vie, plutôt perso,
Alors ça peut choquer, je regarde pas les infos. Alors donc enfin, les Mais alors infos au sens, parce que maintenant les infos c'est quoi? Au sens, JT ou un Google News ou mais n'importe quelle info? ouais, je regarde pas les JT, je regarde pas BFM, je regarde pas ces trucs-là, Ouais, ouais. parce que déprimant et parce que quand il y a quelque chose d'important, mais ça je me rends compte, quand il y a vraiment quelque chose d'important, en fait, j'ai l'info. Parce que j'ai un collègue qui va en parler, ou il y a ma mère qui va m'appeler, ou il y a quoi que ce Mmh. soit et en fait, l'information importante, on l'a peut-être en décalé de quelques heures, mais on l'a quand même. Donc l'efficacité avant tout fait que tu coupes toute quoi? Toute sollicitation extérieure, inutile? Tout à fait, toute pollution et puis, pour parler des infos en plus, enfin, je sais pas si tout le monde a le même constat, mais c'est rare qu'il y ait des infos qui soient très positives. Oui, ça Donc en plus pour le moral, enfin moi ça fait 10 ans que je fais ça, c'est génial. On est un peu dans sa bulle, ça veut pas dire qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe encore une fois, et donc j'ai un finalement la newsletter que je regarde pour avoir de l'info, de temps en temps, c'est TTSO. Je sais pas si ça te parle? TTSO. Non, vas-y. Time to sign off. C'est une newsletter qui est gratuite et qui, est envoyée, tous les jours à 19 heures, OK. d'où son nom, Time to sign off, et qui est vraiment un condensé, de ce qui s'est passé, dans la journée, sur un ou 2 points et c'est tout et voilà et c'est généralement très suffisant. Donc finalement, je vais prendre le contre-pied. Toi, FOMO, un concept qui te touche pas, quoi? Ouais, exactement. Moi, j'ai pas peur de perdre en fait, de l'info, l'info elle remonte et c'est vrai que c'est complètement en lien avec ce livre qui finalement, au-delà d'un titre racoleur comme on a dit, c'est quoi? C'est un principe d'efficacité, quoi? Tout à fait. Ouais, c'est ça, c'est un principe d'efficacité et puis de garder son esprit critique, d'aller se choisir les sources que l'on veut avoir et pas être abreuvé par, ce que les médias traditionnels, souhaitent lui pousser. Et donc c'est, tu nous as parlé effectivement de la réflexion que ça emmène sur, la richesse, au sens, OK, mon temps est précieux et finalement de filtrer les informations et c'est ce que tu mettais sur OK, on va éviter, et même quasiment de balayer tous les mails. Vraiment encore une fois félicitations là-dessus. Moi j'avoue que je j'arrive jamais à décrocher en vacances donc j'ose même pas imaginer les mettre à la poubelle mais Ah bah, attends, pour les vacances, j'ai encore mieux. Je désinstalle Outlook et Teams de mon téléphone ouais carrément. Ah ouais, tu es un féru. et j'ai coupé toutes les notifications. Ça veut dire qu'en plus, en temps normal, je ne reçois pas les notifications sur mon téléphone, de mes mails et de mes si les Teams, quand on m'appelle, oui. Mais, pourquoi? Parce que sinon, ça te déstabilise toute la journée, d'avoir ton truc qui pop à côté, d'avoir, 1000 mails et en fait, je trouve que c'est très difficile de rester focus du coup. Mmh, mmh mh. Ouais, Donc en vacances, je préviens et je dis à tout le monde, enfin dans mon message interne, je dis: «S'il y a une urgence, vous pouvez me contacter par WhatsApp». OK. Mais c'est vraiment le seul canal, le reste je regarde Voilà, je dirai pas sur Outlook, donc donc à tu es moins qu'il y ait une vraiment urgence, vous m'appeliez. tu prônes la déconnexion totale. Tu es Ouais. OK, well done et ça, mais ça va reposer sur un autre, principe du livre dont on a parlé, qui est d'ailleurs le premier que tu avais mentionné quand on avait fait, c'est, la délégation. Ouais, Tu peux nous en dire plus? Parce que, OK, ça veut dire qu'en fait tu es plus là, quoi. Il y a des périodes où tu es plus là, il faut que ça tourne et ça marche ça? ça marche super bien. Hem, alors effectivement, c'est un vrai principe enfin que j'ai trouvé très puissant en lisant le livre, qui est, comme tu le dis, la délégation, la responsabilisation, Mmh, de ses équipes. Alors lui, il le fait dans son livre avec, des assistants virtuels, bon, il pousse le truc encore, plus loin, qui est dans un autre continent et cetera. Mais finalement, on peut le faire avec son équipe aussi. Hem, où j'ai 2 managers aujourd'hui dans mon équipe, mes 2 managers, je leur donne des vraies responsabilités, ils font tourner leurs équipes, mmh, et je considère qu'en fait, le rôle du manager, donc aussi bien le mien que le leur, quand ils sont pas là, ça doit tourner. mmh, Sinon, c'est qu'ils font mal leur boulot. Ils sont là, eux. Pour moi, le rôle du manager, c'est de s'assurer qu'on a les bonnes compétences au bon endroit, que chacun de nos experts peut exprimer, au mieux son expertise, pour la société et qu'il soit épanoui dans son boulot.
pour la rétention. Et ça me fait penser à un contre-pied qui est, finalement, bah, tu luttes contre le micromanagement en faisant ça, quoi, en disant: Mmh. «OK». Moi, ce que j'adore, une phrase que j'adore, c'est: «Il y a aucun manager qui se considère micromanager» et pourtant il y en a plein qui le sont. C'est un peu comme les surdoués, quoi. Mais ce qui est impressionnant du coup là, c'est que tu dis: «Bah oui, mais en fait pour garantir qu'on n'est pas sur du micromanagement et laisser les équipes se libérer, c'est tes mots d'ordre, j'ai entendu là, c'est, délégation, responsabilisation, c'est ça ton credo absolument a avec eux et comment tu arrives à mettre ça en place? Parce que du coup, comment eux se sentent investis, quoi? Ouais. Alors on a quand même un cadre et des process bien sûr. Nous on a notamment, un point tous les lundis. Il y a un meeting qui dure à peu près 1 heure et demie, où chaque membre de l'équipe est présent et va présenter. On utilise un outil de gestion de tâches et en fait va présenter, sa semaine. Donc il aura préparé sa semaine en amont Donc un parce qu'il est Asana au ou cours. un équivalent? Exactement, c'est Asana qu'on utilise nous. Il va préparer sa semaine en amont, mais c'est lui qui va la définir. C'est-à-dire qu'on a un backlog de tâches, ou d'actions ou de missions, dans Asana. Il va venir piocher. Lui-même doit être proactif et donc a des idées. S'il est expert sur le SEO, c'est pas forcément moi qui vais lui dire, «Va checker tel truc» ou «Va faire Mmh. telle chose» ou «Va te renseigner». Donc, bah, je peux dire qu'il est expert, donc c'est lui aussi de nourrir, ce qu'il doit faire. Comme c'est lui qui exécute, je pars du principe que c'est lui qui sait aussi combien de temps ça va prendre. Donc finalement, il planifie sa semaine OK. et il vient la partager. Donc c'est rapide, hein, il la partage à tout le monde, il explique quand même chacun des points et puis ce qui permet qu'il y ait des interactions, ce qui permet que s'il y en a qui bossent sur les mêmes choses, bah, ils peuvent s'aligner. Se dire: «Ah bah attends, moi j'ai bossé dessus il y a 2 semaines» ou «Moi j'ai aussi quelque chose cette semaine», donc bah, ils peuvent après en reparler, à côté. Ça, c'est pour un 1er point. Ça veut dire que finalement, le lundi, on définit la semaine pour tout le monde, donc tout le monde va être autonome sur sa semaine. OK. C'est un rituel qui dure combien de temps pour combien de personnes ça? C'est à peu près, maximum, ça dure 1 heure OK, et il y a 6 personnes, OK, ça marche. Donc 6 personnes qui passent dedans. les 6 par Heu, ouais et c'est vraiment 1 heure max, hein. OK. Et ensuite, Bah, heu sinon tu es plus dans l'efficacité prônée par le livre. Si tu passes ton temps à planifier ce que tu vas planifier pour ah planifier bah la oui planification, là on s'en sort plus, quoi. et on a un point mes équipes sont, moi je suis basé à Paris, mais j'ai 80 de mes équipes à Montpellier. D'accord. Donc en fait, on a le remote qui est intégré dans nos gènes. Ça marche moins bien sur le Windfoil, hein. Tu ferais mieux d'aller à Montpellier qu'à Paris, hein. C'est vrai, c'est vrai et donc du coup, on fait également un rituel tous les matins qui dure 15 minutes, et qui permet à la fois il y a un petit icebreaker. Donc ce rituel est animé, en daily à tour de rôle par un membre de l'équipe, OK. OK? Et à chaque fois, il vient avec une question icebreaker pour mieux connaître l'équipe. Donc ça fait que, bah, à chaque fois, Tous les tout le monde, jours? tous les jours, tout le monde répond à la question, donc ça peut c'est le petit moment sympa, du début et après tout le monde passe pour redire qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui, pour revoir s'il y a besoin de refaire un alignement, mais ce point-là, il dure que 15 minutes OK. et tout le monde repart en autonomie, enfin, non, parlent entre eux, bien sûr et moi, ces meetings-là, je ne suis pas forcément présent, Donc c'est donc finalement une façon de telle que je l'entends là et une façon de eux-mêmes les forcer à dire: «OK, c'est quoi vos deux trois tâches de la journée?» quoi. On prône exactement, l'efficacité forte. ouais et on est effectivement sur quelque chose, je crois que c'est dans le bouquin où ils en parlaient, où en fait, par jour, on fait 2 3 tâches. Oui, oui, il faut sortir deux trois trucs déjà, c'est pas mal, Voilà, donc arrêter de faire des tâches, à rallonge et ça permet aux petits nouveaux qui arrivent, qui généralement sont un peu gourmands et disent: «Ah moi je vais faire 10 trucs dans la journée». Bah, le lendemain, rapidement il se rend compte que, bah, non, en fait c'est 2 3 et on lui dit: 2 3 et c'est très bien. Au moins on avance. ouais. Chaque jour on trente. Je voudrais faire cependant un parallèle, dans ton expérience, vu que tu as une double casquette, je l'imagine sur tu as mentionné des exemples sur le marketing, sur la vente, tu appliquais les mêmes principes? Alors sur la vente, alors c'est des populations différentes, hein, déjà. Ah, c'est pour ça que tu vois, c'est pour ça que je creuse Je là. te vois venir. Bah, oui, des vendeurs, bon, qui te racontent la pluie, le beau temps et parfois beaucoup plus. Non, avec eux c'est pas pareil, effectivement. Avec eux, il y a quand même le kick-off de la journée, OK, qui est, bah, voilà, c'est quoi un petit peu
Mais collectif, hein, comme de la journée collectif, pour savoir pareil, c'est quoi les 2-3 gros points, que tu veux faire? Bah, je sais pas, il faut absolument que je contacte, tel compte parce que, ça fait un moment que je les ai pas touchés ou je m'acharne dessus et il faut que je relance. Ou ça peut être: «J'ai besoin de faire le mapping de tel compte, parce que, tiens, j'ai une opportunité qui vient d'arriver». Bon voilà, ça permet d'avoir un petit suivi opérationnel, mais encore une fois, c'est pas moi qui pilote ça. Je peux être présent et en fait, je suis présent en random, donc en fonction de mes dispos finalement. Je viens pas et puis en fait, mes points que j'ai, parce qu'aujourd'hui, j'ai plus les commerciaux, mais j'ai les BDR, Mmh. donc j'ai quand même les business développeurs. Les 2 meetings du daily du matin, ils sont à la même heure, OK. donc moi, je peux pas me dédoubler, mais donc soit je vais à l'un des 2, soit j'y vais pas parce que j'ai encore autre chose, parce qu'encore une fois, je responsabilise et le manager peut aussi ne pas être présent parce que si le manager est en vacances, le daily, il y a pas que moi qui peux l'animer. Comme on a mis en place que le daily est animé par les membres de l'équipe, bah, en fait, ça continue à rouler, que moi je sois pas là et que les managers soient pas là, ça roule. Une fois que le C'est un le rituel. rit le rituel, voilà, c'est le terme. Le rituel est rentré. Alors par contre, on va s'intéresser à la création, hein. Tu as pas mal de bouteilles, et donc c'est intéressant. On sait très bien que ce genre de rituel, la problématique, c'est OK, comment on arrive à faire prendre la mayonnaise au début? Une fois qu'elle est prise et qu'effectivement, en plus, tout le monde s'est responsabilisé, mais comment au début on libère la parole? Toi, tu es arrivé chez PeopleSphere, est-ce que tu l'as créé au fur et à mesure? Est-ce que tu l'as en fait, ce qui m'intéresse, c'est comment tu as fait prendre la mayonnaise? Comment tu as libéré la parole pour que les gens se disent à 9h30 ou 9h, je sais pas quelle est l'heure à laquelle tu le fais: «OK, je vais évoquer 3 trucs et donc bah, je vais un peu me mouiller au sens, je vais devoir le faire et puis, je vais parler de vrais sujets et pas de faux trucs». Comment tu as fait prendre le système? Ah, je dirais comme je suis chez PeopleSphere depuis le début de l'aventure, je pense que ça simplifie Ouais, parce que finalement j'ai recruté les gens au fur et à mesure et le rituel a été mis en place, quasiment dès le début. ça c'est top, effectivement. Donc quand les nouveaux arrivent, en fait, il y a pas le choix, c'est comme ça que ça fonctionne. Et personne ne se pose même la question Oui, puisque c'est le et temps. et et le retour que j'ai, des équipes, parce qu'en fait, on a challengé aussi le modèle. Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce que mais en fait, tout le monde apprécie ce moment. Parce que comme encore une fois, on est en remote, bah, c'est le moment où l'ensemble de l'équipe va pouvoir se voir. Mmh. Donc va pouvoir échanger, d'où l'icebreaker, parce qu'au début, il y avait pas l'icebreaker. Donc on était vraiment sur, de la tâche, moins sympa. Par contre, le matin, de se dire: «Tiens, il y a l'icebreaker, une question, on sait pas laquelle que c'est, et la question, c'est n'importe quoi». Du type, donne-nous des exemples là, ça me fait un teasing de tu nous as fait un super teasing. Si tu devais te réincarner en animal, ce serait lequel? Excellent. Ouais, d'accord, ouais, donc on y va, on tape dedans. Ah ouais, c'est quoi ta chanson préférée? C'est quoi, l'endroit qui t'a quel est, enfin là, je te dis des choses qui sont passées il y a pas très Ouais, longtemps. ouais, vas-y, vas-y. Quel est le moment de ta vie où tu as été le plus mal à l'aise? Enfin voilà, ça peut Bah, être, c'est quoi le sport que tu pratiquais quand tu étais jeune. Mais en fait, tout ça, bah, mis bout à bout, ça permet aux gens de mieux apprendre à se connaître. Ça crée du lien aussi parce que, bah, il y a des anecdotes qui sont marrantes, il y en a qui peuvent être plus tristes, mais en tout cas, tout le monde apprend vraiment à se connaître. Ça crée de la cohésion alors qu'on est à distance. ouais, tu crées et ça, mine de rien, on va retomber, hein, pour bien considérer ce sujet, c'est que, OK, on est dans de la notion d'équipe, mais c'est ça qui permet aussi de faciliter la communication et l'efficacité. C'est-à-dire que c'est pas communiquer pour communiquer et on n'est pas sur un il y a un des livres d'ailleurs, dans ce podcast où on est effectivement sur l'interaction humaine très forte, mais là, toi, tu le dis, mais en fait, cette interaction humaine, c'est ce qui permet aux gens, finalement, d'échanger, mais surtout de garder un sentiment d'efficacité puisqu'on est dans un rituel quand même où il faut que ça sorte, il faut que ça tourne, quoi. Tout à fait. D'accord et donc c'est Ouais. vraiment le mélange des 2 qui fait que c'est adopté et est-ce que tu as eu des réticences par rapport à ça? Est-ce qu'il y a eu des cas, de gens qui n'arrivaient pas à s'insérer dans ce genre de pratique? On a eu effectivement au début alors j'ai 2 réunions comme je te disais en parallèle, les BDR et le marketing opérationnel. Les BDR au début, il y avait pas ce petit icebreaker. Finalement, ils voyaient beaucoup moins de valeur à ce meeting parce qu'ils disaient: «Bah, moi, mon job, c'est de faire des appels, donc je dois faire 60 appels par jour et donc tous les jours, je dis que je dois faire 60 appels par jour». Effectivement, on a redupliqué finalement ce qui fonctionnait bien sur le marketing en réinjectant l'icebreaker et puis on a redonné de la perspective à nos BDR en disant: «Oui, tu dois faire 60 appels par jour, mais maintenant on a des outils en plus qui te permettent de faire ça en 2 heures. Ouais. Donc le reste de ta journée, tu fais d'autres choses et c'est ça qui va être intéressant que tu puisses partager».
quel type de compte tu vas essayer de liste de comptes tu vas vouloir te créer, sur quelle industrie tu vas vouloir bosser aujourd'hui. Ça, faut que tu le partages. Sur quel compte tu veux faire un focus mapping aujourd'hui, ça, faut que tu le partages. Enfin voilà, en fait, finalement, on essaie de leur donner du sens pour que dans leur partage, ils réduisent pas leur job à juste du calling, parce que finalement, en plus, leur job n'est pas que du calling. Mmh mh. Ouais, ouais. Et ça marche mieux. Ça marche mieux et on est même en train de fusionner, les mornings, parce que finalement, bah, les BDR et le marketing ops, c'est mes équipes, donc c'est la même équipe. On est même en train de le fusionner et on se rend compte que c'est bien parce que du coup, les BDR pourquoi on l'a fait? Pour que justement ces équipes se mélangent un peu plus et communiquent un peu plus entre elles. OK. Et on se rend compte que, bah, justement ce petit icebreaker, bah, c'est d'autant plus sympa parce qu'il y a un petit peu plus de monde et puis, bah, tout le monde, dit aussi ses tâches et puis finalement le BDR, il voit bien qu'il peut pas dire tous les jours qu'il fait la même chose alors qu'il a ses équipes market qui font plein de choses pour lui et donc il se sent un petit peu obligé de trouver des trucs à raconter qui soient un peu plus pertinents que de dire: «Je dois faire 60 appels uniquement», quoi. Oui, oui, oui. Ou donner un petit peu de contexte. Ouais, je fais 60 appels, mais je dois relancer notamment tel compte, tel compte, tel compte, que j'ai eu du market ou que je veux faire en prospection pure ou voilà, Donc une vraie approche, collaborative et proactive des équipes pour OK, qu'est-ce que vous faites et comment vous alignez ça? tout à fait et Oui, c'est le mot-clé et d'ailleurs, c'est effectivement le thème central du livre. C'est on ne peut être efficace que si on a clairement un degré de responsabilisation, et la capacité de l'effectuer, quoi et là, tu leur donnes avec des rituels la capacité d'y aller, quoi. tout à fait. Est-ce que c'est, est-ce que ça moi, ça me pose un autre problème, pardon, sur ce sujet, mais moi, j'ai un souci, je suis un zappeur. J'adore changer, puis dès que je fais un truc, je me dis: «Ah, on peut encore l'améliorer», mais finalement, dans un rituel, il y a aussi un besoin de le sacraliser, c'est-à-dire, OK, il se déroule quasiment toujours de la même façon. Est-ce que ça, tu arrives à garder ou finalement, tu le changes régulièrement? Moi, j'avoue que j'ai des points ritualisés. Mais finalement, le format évolue parce qu'un jour, je me dis: «Tiens, je vais tester ça» ou «Je vais faire ci» ou «J'ai envie de parler de ça» ou est-ce que toi, tu te forces, comme d'ailleurs le bouquin le prône, de dire: Mmh. «Non, non, on est vraiment sur un template, sur différentes actions et c'est grâce à ce template qu'on arrive à sortir la meilleure productivité»? On a le template. On suit toujours la même manière. Il y a eu des itérations et ça ne veut pas dire qu'il peut pas y avoir de flexibilité, mais il y a le template. Notre point du lundi à Asana, on l'appelle le point Asana, c'est toujours pareil. Les daily, c'est toujours pareil. À part que là, tu vois, on est en train de fusionner les équipes. On est en train d'expliquer à des équipes aux BDR justement de comment ça va se passer. Mais finalement, le rituel que connaît le marketing ne change pas. Oui, par exemple, les one to one que je fais avec mes équipes, heu, ils se déroulent toujours de la même manière. Donc codifié. Ouais, ouais, c'est codifié et toujours OK, OK, donc et je vraiment trouve que, bah, j'ai le sentiment que effectivement, ça permet de gagner en efficacité et puis ça permet de rassurer aussi le collaborateur qui vient en meeting avec son boss et qui sait comment ça va se passer. Il sait ce qu'il doit préparer et donc finalement, il est aussi rassuré pour, oui. l'échange qu'il va avoir. Oui, oui, entièrement. C'est-à-dire que ce framework finalement, il va servir, aux gens à arriver le mieux préparés du monde, quoi. Ce que tu dis, c'est qu'au moins ils ne se posent pas la question de: «Ah, on va parler de quoi?» ou il va y avoir il y a rien de pire. Alors moi, c'est un peu mon cas, tu viens me voir, tu peux ressortir avec plus de trucs avec lequel tu es rentré, quoi. Enfin parce que j'ai toujours envie de tester, de creuser une idée. Surtout là, c'est pour ça que moi j'adore les startups scale-up. Faut framer et avoir effectivement, des templates définis et puis à un moment donné, quand il faut exploser, il faut tester plein de trucs. Donc comment tu Bien arrives sûr, à garder quand même cette notion de, et je le sens, hein, je te taquine parce que je sens que tu as cette capacité et que tu es pas, un rigoriste, complet. Mais comment tu arrives à arbitrer entre les 2? Parce que ce livre finalement, il prône une certaine rigueur, certaine définition des choses, quoi. alors on a cette rigueur effectivement, heu, qui fait qu'également, la règle, c'est que ta semaine que tu as planifiée sur Asana ne peut pas bouger. Qu'un des problèmes du marketing, c'est qu'aussi c'est un département qui est très souvent, hem, défocus par les autres équipes. Mmh. «Ah, tu peux rapidement me faire un petit mail?» Non, mais en fait, déjà rapidement, ça prend pas 5 minutes, hein. «Est-ce que tu peux me faire une petite campagne? Est-ce que tu peux me faire, ce PowerPoint?» Donc si tu commences à te défocus, tu fais pas ce que tu avais prévu de faire et on est objectivé sur enfin, on a des objectifs de croissance et donc il y a un moment, il faut qu'on fasse ce qu'on le plan qu'on a dit qu'on allait Le dérouler. plan, ouais. Donc par exemple, et c'est pareil pour l'interne. C'est-à-dire que moi, je suis comme toi, j'ai plein d'idées, je veux qu'on fasse teste plein de choses, et cetera.
mais je vais solliciter la personne que j'ai en tête pour, réaliser ça et généralement mes idées ne sont pas des idées urgentes. Mmh. Donc je lui dis: «Tu le notes dans ton Asana et tu le planifieras». OK. Tu vois? Et je leur précise parce que je me rends bien compte que quand c'est moi qui viens les voir en direct à N-2, il peut se dire: «Ah j'arrête tout et je le fais». Je Oui. dis: «Non, non, voilà, je te parle du point, qu'est-ce que tu en penses? On échange un petit peu, et du coup, bah, tu le notes dans ton backlog Asana et tu verras avec ton manager pour le planifier. Mmh. Mais il y a pas d'urgence dessus. Donc tu continues à faire ta semaine comme tu avais prévu». Il y a 2 critères qui impactent le plus finalement, je trouve, la productivité des équipes. C'est effectivement, une mauvaise mesure du degré d'urgence et d'ailleurs, le livre aussi en parle en disant, Ouais. «Classifiez bien ce que vous avez besoin». On est toujours entre l'important et l'urgent. Ça, c'est le premier critère et le deuxième aussi, on en a pas parlé, c'est le degré d'exigence, qu'on attend sur une tâche. Parce que on sait toujours qu'aller chercher la variation entre le très bien et l'excellent, ce temps-là, qui fait de passer de 90 à 99 est énorme versus passer de 0 à 90 et on en parle à chaque fois moi dans toutes mes entreprises et je demande à chaque fois d'être très précis, sur OK, vous attendez quoi exactement? Parce que si vous attendez ça, ça va prendre beaucoup plus de temps et ça, tout le monde, toutes tes équipes, dans la même veine que ce livre prône, arrivent à se responsabiliser sur ces sujets? Bah, le motto que j'ai mis en place, c'est «Done is better than perfect». Donc Mmh. exactement ce que tu es en train de me dire. Pourquoi? Parce que selon moi, la perfection n'existe pas et on peut même partir et c'est l'exemple que je donne à mes équipes quand elles arrivent, hein. Je dis: «Si tu veux faire une recherche Google, ça peut te prendre 3 secondes, comme ça peut te prendre 8 ans et ça s'appelle un doctorat». Mmh. Et finalement, dans tous les cas, tu auras une réponse, tu auras une réponse. Mais combien de temps tu veux passer Pour la faire. pour la faire? Et il vaut mieux qu'on arrive à délivrer et de toute façon, on va corriger, tu vois? Notamment sur un site web. Le SEO, c'est tous les jours qu'on bosse dessus. Mmh. Donc tous les jours, tu modifies ta page ou peut-être pas tous les jours, tu modifies exactement cette page, mais tu vas la remodifier cette page. Donc ça sert à rien de se dire: «On attend que le site web soit parfait avant de le mettre en ligne», parce qu'il va jamais être parfait. On fait, on met, on déroule et puis ça permet encore une fois, on crante, on crée notre mur, on met une petite brique, on met une petite brique, on met une petite brique. On reviendra dessus, mais voilà, done is better than perfect. C'est, Ouais effectivement mon motto. et en même temps, ça, c'est à l'inverse du livre qui dit: «Une fois que c'est fait, faut pas y retoucher». Donc là, c'est un peu l'aspect aussi critique du livre, en disant: «Bon, c'est bien gentil, il a su trouver un super titre, mais ouais, on peut pas tout figer, quoi». Enfin le SEO par exemple, c'est pas tu peux pas le filer. Non, tu es Ton sans cesse site, obligé de retrouver il quel bouge tout le temps. mot-clé, tourne. OK. On en refera un épisode parce que le SEO, surtout en ce moment avec, toutes les IA et les recherches IA, Mmh. gros sujet quoi, donc très, très important. Ce livre, du coup, dans sa partie un peu critique, c'est ce que j'évoquais là, très figé, il dit: «OK, vous mettez un process, ça tourne, on n'y revient pas». Ça serait quoi, toi, les principales critiques que tu ferais par rapport à ce livre? Bah, c'est pas tant une critique, parce qu'une fois qu'on l'a compris, ça va, mais encore une fois, c'est que ça parle enfin, faut prendre ce livre comme étant une vision de quelque chose que l'on vers quoi on peut tendre, mais pas être frustré de se dire, «Ah mince, j'arrive pas à bosser que 4 heures par semaine et rien faire, Mmh. ou juste, faire mes passions le reste de la semaine». Faut pas que ça devienne une frustration parce que c'est très compliqué et quand il parle de créer une muse, qui est finalement une sorte de side project, qu'on pourrait avoir à côté, enfin une boîte, qu'on voudrait créer et qui tourne toute seule. Bon, on a beaucoup entendu parler de dropshipping, on a beaucoup entendu parler de méthodes, pour le faire, il y en a qui vendent des formations en semi-automatisé et cetera. Et puis surtout en ce moment où le grand rêve là, depuis la littérature, depuis les 2 derniers mois, c'est, la fameuse, entreprise avec une personne et que des agents IA, quoi. Ouais, mais pour moi, on en est loin. Ouais, ça reste une vision. Ouais, ça reste une vision. Faut lire ce livre en se disant: «Je vais découvrir, des principes et puis il a des idées qui sont bonnes, hein, enfin que moi j'ai trouvé bonnes en tout cas, notamment avec les emails et avec, Mmh. l'actualité, que j'applique. Mais encore une fois, faut pas être frustré. Quand je l'ai lu, donc au Nigeria. Après j'ai lancé ma startup. Non, ma startup, au bout de 3 ans, on l'a fermée. C'est que j'étais pas arrivé à À optimiser comme il masteriser, fallait, à masteriser le truc, quoi. Et quand on parle d'une startup, un side project, c'est pareil. En fait, ça c'est beaucoup de temps et d'énergie avant de le lancer, avant que oui. ça fonctionne, avant de faire les premiers euros. Enfin que ce soit, un podcast, que ce soit, une vente, de produits ou que ce soit peu importe.
c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup plus que ce qu'on imagine au début. Je confirme sur le podcast. En plus, je fais pas ça pour une volonté, pécuniaire et j'ai de la chance d'avoir un coproducteur, Cyrus Chomeau qui justement, m'aide à mettre ça en branle. Mais oui, oui, mais par contre, ça apporte une telle passion effectivement quand on Tout à a une fait. side project et ça enrichit tellement, tellement ces univers avec tellement de passerelles que c'est génial. Moi, j'adore discuter effectivement avec des gens comme toi sur ces concepts et de me dire: «Bon, allez, il y a bientôt les vacances, on est prêt, on les met de côté les emails et on redémarre à zéro. On verra. Je te garantis pas que j'y arrive, mais en tout cas, on va essayer. Donc si je devais un peu reprendre tes éléments pour résumer, c'est, OK, comment on responsabilise les équipes? Vraiment autonomie, confiance, les icebreakers aussi pour qu'ils échangent beaucoup, qu'ils arrivent à se concentrer sur leur tâche du jour. Donc c'est un peu l'équivalent des développeurs et du meeting, du matin. OK, un quart d'heure, on échange, on crée de la mais surtout ils savent ce qu'il faut faire, tu les responsabilises énormément avec un mot clé que tu nous as dit là qui est quand même, OK, moi si je pars, faut que ça tourne quoi et ça, c'est même tes managers, même toi, tu pars, ça tourne. Ouais, tout à fait. Bah, en fait, ça va me permettre moi de me concentrer sur, plus de stratégie et de croissance pour la boîte. Ouais, Et finalement, mon job, c'est ça. Et d'être présent, d'être peut-être plus visible à l'extérieur de la société pour pouvoir parler et mettre en avant, PeopleSphere. Enfin, quand on arrive sur un poste de C-level, c'est aussi être tourné vers l'extérieur. tout à fait, ouais. C'est une Donc, si on est en représentation. train de faire du micromanagement, à checker chaque tâche de chaque personne, c'est pas possible. Et je rajouterais, excuse-moi, on n'en a pas parlé, mais dans mon équipe et dans tout ce process et même heu, d'auto-planification, c'est pareil pour les stagiaires. Dis-moi en plus là, c'est-à-dire? Bah, en fait, le stagiaire, il suit le même process que tout le monde. C'est-à-dire Ah qu'il va oui, aussi auto-planifier. C'est pas le manager, parce que c'est un stagiaire, qui va lui faire son planning. ouais, Donc OK. on responsabilise le stagiaire, ce qui On fait que les gens qui responsabilise passent tous chez les nous, niveaux, tous les niveaux. tous les niveaux. OK et même le petit stagiaire qui arrive, et qui finalement sait pas trop quoi faire, bah, au bout d'un Ouais, certain temps, il va devoir savoir quoi faire en fait. mais il va trouver et en fait, ça remet en question plutôt la capacité de recrutement. Est-ce qu'on a trouvé les bons profils, stagiaires ou CDI, qui vont être capables justement, mais notamment pour les stagiaires, d'avoir une curiosité naturelle qui va leur permettre de pouvoir, proposer eux-mêmes leur propre planning, Ouais. et ce qu'ils vont apprendre finalement, parce qu'ils apprennent des choses. Enfin, on apprend tous les jours. La petite routine du matin, ça me tente bien, j'ai envie de le refaire. Je l'avais fait à une époque, quand je dirigeais une équipe marketing, en direct aussi, parce que ça bougeait tellement vite que je me disais: «Faut qu'on réaligne tout le monde». J'avais pas l'icebreaker, et de ce que j'entends, ça apporte quand même un élément, clé et Oui. fondamental dans Ah la oui, relation, oui, quoi. Ouais, donc je vais reprendre ça, je vais le reprendre. Merci pour ce avec tip. plaisir. Bon et si on doit aller plus loin, un autre livre, fais-nous rêver, un truc que tu nous conseilles? Hem, alors moi je suis très classique, hein, je recommanderais «Comment se faire des amis» de Dale Carnegie. Ah ouais, tu nous reprends un classique qui est pareil, qui doit être dans la bibliothèque de tout le monde, mais si tu es capable de le faire vivre comme ça, on sera peut-être preneur pour une prochaine version, ouais. Ah bah écoute avec plaisir. Qu'est-ce qui t'a marqué alors dans ce livre? Rapidement? Heu, la manière dont on doit se positionner aux autres, à savoir finalement, être très humble, parce qu'on est en mesure d'apprendre de n'importe qui Oui. et peu importe son métier et peu importe ce qu'il fait, en fait, on est toujours en mesure d'apprendre et pas s'arrêter, à la barrière de notre propre référentiel. Donc être capable de s'ouvrir. Exactement, et ça m'a beaucoup apporté, ouais. Bah, ouais, je suis d'accord. Ça, c'est un sujet clé, et puis c'est pire, c'est-à-dire que si on sent la personne la plus intelligente dans la pièce, c'est qu'on s'est trompé de pièce, qu'on s'est trompé de personne, donc Exactement. un vrai souci pour garder cette humilité, quoi. OK, bah, écoute, merci beaucoup Alexandre, super échange, ce matin. On on va couper là. Merci à tous nos auditeurs là-dessus. Je pense que tu les as beaucoup enrichis, tu leur as donné, pas mal d'idées là, ce matin, donc merci beaucoup. Bah, merci pour l'invitation. Est-ce que ce livre et surtout son application vous a inspiré?
Si cet épisode vous a donné des pistes, des envies d'agir ou de réfléchir autrement, alors le pari est réussi. Merci encore à notre invité du jour. N'hésitez surtout pas à vous abonner au podcast pour découvrir d'autres parcours inspirants. Et surtout, si vous aussi un livre vous a marqué, transformé ou ouvert de nouvelles perspectives, contactez-nous. Nous serons ravis de partager votre histoire. Vous trouverez tous les détails sous l'épisode. Merci de votre écoute. À très bientôt pour un épisode d'Ineco, là où les idées prennent vie.